Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Bruno Gollnisch afin de discuter un petit peu du rôle de la France dans l'Union européenne et de l'Europe dans le conflit russo-ukrainien, notamment suite aux dernières déclarations de nouveaux plans de paix, un proposé par Donald Trump, une contre-proposition proposée par l'Union européenne, une actualité donc en perpétuel mouvement et la France au milieu de tout ça. Monsieur Gollnisch, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci de votre invitation. Alors aujourd'hui, on va évidemment parler ensemble de l'actualité un peu russo-ukrainienne et notamment du nouveau plan de paix proposé par Donald Trump, mais surtout du rôle de l'Union européenne dans tout ça et de la France. Alors pour commencer, l'Union européenne a rapidement rejeté le plan de paix proposé par Donald Trump pour l'Ukraine, on l'a vu. Selon vous, que révèle un peu cette contre-proposition européenne sur la capacité ou l'incapacité de l'Union européenne à gérer ce conflit? Je vais choquer mes amis pro-russes. Pro-russe, je l'ai été pendant 30 ans. Je n'ai cessé de protester contre cette espèce d'agressivité à l'égard de la Russie que je n'avais jamais constaté du temps de l'Union soviétique. C'est quand même un comble, hein, y compris des partis conservateurs. J'ai essayé de tirer la sonnette d'alarme, mais sans succès. Ceci étant, je vais décevoir les deux camps. Vous savez, quand on donne une opinion qui s'efforce de tenir compte de tous les éléments, généralement, soit on arrive à faire la paix, soit on se brouille avec les deux camps. Je pense qu'en ce qui me concerne, ça sera plutôt cette deuxième hypothèse, malheureusement. Je comprends quand même un sursaut négatif par rapport à un plan de paix qui se présentait quand même, il faut dire les choses, comme une capitulation en rase campagne, imposée de façon publique, extrêmement brutale, sous forme d'un ultimatum pratiquement au gouvernement ukrainien. Je dis ça n'ayant aucune sympathie particulière pour monsieur Zelensky. L'Ukraine a quand même résisté vaillamment, et héroïquement, peut-on dire, d'ailleurs, pendant une guerre terrible, qui dure depuis plus de 3 ans, dans l'indifférence générale. Et, et je trouve que lui demander cette espèce de capitulation consistant à accepter les cessions de territoires occupés sans autre forme de procès, consistant à accepter de réduire de moitié son potentiel militaire, donc la laissant désarmée face à l'hypothèse d'une autre menace qui viendrait de son puissant voisin. Tout ça, ça me paraissait quand même pas très raisonnable. Donc, d'une certaine façon, je comprends la réaction des Européens. Ceci étant, Monsieur Trump pratique la diplomatie cow-boy, hein, un peu comme dans tous les autres domaines. Dans les autres domaines, c'est pas forcément pour me déplaire. Euh, Là, au moins, on peut dire que ce plan a le mérite d'exister. Donc, il peut servir de base à une discussion. Mais encore une fois, je comprends les réticences de l'Europe. Seulement, le problème, c'est que peut faire l'Europe? Parce que nous savons bien qu'en Europe, par exemple, l'Allemagne est complètement inféodée aux États-Unis d'Amérique. L'Italie de Madame Meloni, d'ailleurs, ça n'est pas vraiment beaucoup mieux. Et bien que je sois extrêmement critique des, de notre chef d'État actuel, encore une fois, je peux comprendre qu'il y ait une tentative pour essayer de faire un peu plus, un peu mieux pour l'Ukraine. Il y a un point qui me paraît quand même extrêmement important, et que certains ont soulevé, mais très peu, c'est ce qu'on appelle toujours dans la Constitution française le consentement des populations intéressées. Vous savez, dans la Constitution française, il y a un article qui dit, je cite, je crois par cœur de mémoire, nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Hmm. Alors évidemment, on me dira, c'est pas très facile à organiser. Je pense que c'est moins difficile qu'on ne le pense. Vous avez quand même évoqué ces points effectivement favorables à la Russie. Dans ce plan, on peut quand même aussi voir certains points défavorables à la Russie et plutôt favorables aux États-Unis, notamment les points économiques, car les États-Unis tireraient un peu son épingle du jeu aussi par rapport aux sanctions qui ont été appliquées à la Russie.
Donc il y a quand même aussi un côté, c'est pas complètement pro-russe si on regarde point par point. Ah ben oui, oui, ça, oui, mais enfin ça, c'est l'expression, excusez-moi, du capitalisme le plus cynique. Hein. Hmm. C'est-à-dire, je veux bien, prenez donc, mon cher ami, un morceau du gâteau ukrainien, mais n'oubliez pas de me le payer. Je trouve que c'est assez révoltant quand même. Hmm. Bah, certains estiment quand même que l'Union européenne poursuit une logique d'escalade au lieu de favoriser un cessez-le-feu. Est-ce que vous pensez que cette stratégie peut mettre en danger les intérêts vitaux de la France, notamment en matière de sécurité ou d'indépendance stratégique, par exemple? Bah, très sincèrement, je ne pense pas, contrairement à notre président de la République, je ne pense pas que la Russie soit pour nous une menace existentielle. Des menaces existentielles, j'en vois. J'en vois la dénatalité terrifiante de notre pays, l'immigration massive et incontrôlée, pire que jamais, serais-je tenté de dire, le, le fait que des quartiers entiers de nos villes, et peut-être même bientôt des villes entières, passent sous le contrôle de bandes ethniques où l'État français n'a plus sa place, tout ça, ce sont des menaces existentielles. Mais je ne vois pas Vladimir Poutine voulant, je ne sais pas, annexer l'Alsace et la Lorraine ou envahir la Champagne et l'Ardenne. Ça me. C'est une discussion que j'ai eue avec des militaires qui me disent oui, mais si Vladimir Poutine l'emporte en Ukraine. Le prochain sur la liste, ce sera l'Estonie. Bon, ça dégage des, comment dire, des engagements de sécurité, ça se négocie. Le grand tort, c'est d'ailleurs justement de ne pas les avoir négociés avant ce conflit. Le grand tort, je pense, de Gorbatchev, c'est de s'être contenté de promesses verbales en ce qui concerne la non-extension de l'OTAN à l'Est, lorsque les Russes, anciennement soviétiques, ont accepté de dissoudre en quelque sorte le pacte de Varsovie. Je rappelle quand même que la Russie dominait toute la moitié de l'Europe, ce qu'on appelle les PECO, les pays de l'Europe centrale et orientale, qui leur ont été livrés par les Américains à Yalta. Donc moi, je trouve qu'il y a une certaine constance dans la politique américaine. Hein. Trump, comme Roosevelt, bon, fait assez bon marché finalement du sort de tel ou tel pays européen. Bon, et donc cette politique là consistant à voir dans la Russie l'ennemi mortel qui menace notre existence, je n'y adhère absolument pas. Je pense que, moi, ce que je croirais raisonnable, c'est pour ça que ça ne se fera pas, c'est parce que ce serait raisonnable. C'est évidemment de tenir compte de la réalité. Bon, la réalité, depuis le début, je le dis depuis le début, l'Ukraine ne gagnera pas cette guerre. Pour une raison très simple, c'est que la Russie ne peut pas la perdre. Voilà, la Russie, c'est un immense territoire. Et même si l'Ukraine remportait des succès militaires ponctuels, la Russie ne pourrait pas perdre la guerre. Nous sommes payés pour le savoir, nous autres Français. Nous sommes allés jusqu'à Moscou. Nous avons conquis Moscou. Et qu'a dit le maréchal Kutuzov? Bon, ben, qu'ils prennent Moscou, mais je garde l'armée. Et puis après, l'hiver est arrivé et il a fait le reste. Ça a été la déroute de la plus grande armée jamais mobilisée en Europe sous les ordres de Napoléon. Bon, donc il y en a d'autres hein, qui ont tenté l'opération. Je pense aux Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'Ukraine ne peut pas gagner parce que la Russie ne peut pas perdre. Bon, dès lors, je pense qu'il faut trouver évidemment une solution. La solution, c'est d'abord le cessez-le-feu pour arrêter le massacre. Un massacre qui est préjudiciable à la Russie, qui est préjudiciable à l'Ukraine, et qui risque de faire en sorte d'ailleurs que la Russie échoue dans ses buts de guerre, parce que il est certain que ce conflit n'a fait que renforcer le nationalisme ukrainien, quoi qu'on en dise. Hmm. Les Ukrainiens n'avaient pas d'hostilité
la plupart des Ukrainiens n'avaient pas d'hostilité contre la Russie euh, avant ce conflit. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, leur opinion publique a évolué de façon bien différente. Bon. Il faut donc, à mon avis, un cessez-le-feu. Et puis, pourquoi ne pas demander, une fois pour toutes, aux gens du Donbass ce qu'ils souhaitent? Ça me paraît pas hors de portée. Alors on me dira, oui, mais le, le territoire a été bousculé, les populations se sont enfuies, il y a des réfugiés, il y a des enfants qui ont été emmenés en Russie, que sais-je encore. Bon, écoutez, moi j'ai fait partie d'une délégation chargée de surveiller les élections en Tanzanie. En Tanzanie. On a fait progresser la démocratie en Tanzanie. Je peux vous dire que il n'y avait là rien d'impossible, qu'effectivement, j'ai vu en Tanzanie, qui n'est quand même pas un pays très riche, des bureaux de vote absolument impeccables, avec à la porte de l'entrée la liste de tous les électeurs et leurs photos, ce qu'on serait bien incapable de faire en France, hein, et leurs photos. Bon, on ne me fera pas croire que sous un contrôle international de puissance neutre, il soit impossible de dire, de décréter que les gens qui sont nés dans le Donbass ou qui y avaient leur domicile avant l'ouverture des hostilités sont tous électeurs aptes à voter dans un référendum dans lequel ils diraient leur opinion. Veulent-ils être russes ou redevenir russes ou veulent-ils rester ukrainiens? Voilà. Et je pense que sur cette base, une commission de délimitation pourrait s'efforcer de résoudre le conflit. Mais euh, est-ce que cette position peut prospérer? Je dirais pourquoi pas, parce que je n'en vois pas d'autres. Je ne vois pas comment l'Ukraine, même serait-elle, même si Kiev était envahi aujourd'hui, je ne vois pas comment l'Ukraine pourrait accepter, sans autre contrepartie, et sans le consentement des populations intéressées, une amputation d'un quart de son territoire. Ça me paraît aussi. Songez à ce qu'a été pour la France, qui y avait consenti par traité, au traité de Francfort en 1871, à l'abandon de l'Alsace et de la Lorraine. Bon, enfin, de l'Alsace et de la Moselle, plus exactement de la région de Metz. Je rappelle tout de même que ces régions étaient germanophones, que l'Alsace avait été arrachée en quelque sorte à l'Allemagne par Louis XIV. Bon, eh bien, malgré cela, excusez-moi, malgré cela, cette plaie est restée béante jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et cela a été une des causes, évidemment, de la Première Guerre mondiale. Le territoire apparaissait en violet sur toutes les cartes de géographie des enfants qui allaient à l'école, au collège, au lycée. Bon, est-ce qu'on veut la même chose pour l'Ukraine? Est-ce qu'il faut laisser cette plaie béante? Je crois qu'il faut demander l'avis des populations intéressées. Voilà, c'est après tout, c'est eux, c'est la population qui est le juge de paix. Bah, vous parlez de ce vote des populations qui aurait lieu sous un contrôle d'une puissance neutre, vous l'avez dit. Qui, De plusieurs, à mon avis. qui pourrait aujourd'hui être qualifié de puissance neutre par rapport à ce conflit? Oh, écoutez, je pense que il n'en manque pas quand même. Je ne sais pas moi, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, peut-être quand même l'Inde, même si l'Inde a un penchant aujourd'hui pour la Russie, le Japon. Enfin, des pays comme ça, là, je sais pas, la Corée du Sud, l'Indonésie, euh, la République sud-africaine. Oui, donc c'est possible. Oui, l'ONU qui est très dévalorisée, qui est évidemment la grande perdante de de toute cette situation, parce que plus personne ne fait attention à ce que peut dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, des Nations désunies en fait. Hein, c'est Mm. l'Organisation des Nations désunies. Bon, mais enfin, il subsiste malgré tout une organisation.
Il subsiste une organisation qui dispose d'ailleurs comment dire, de rameaux subordonnés, subsidiaires, par exemple l'Union internationale pour les réfugiés, par exemple, bon, ou d'autres. Je pense qu'ils sont parfaitement capables de mettre ça sur pied, s'il y a un consentement général. Alors vous avez aussi souvent dénoncé la soumission de la France au cadre européen. Le traitement par l'UE de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il illustre, selon vous, justement une perte supplémentaire de souveraineté, notamment en ce qui concerne nos choix militaires et diplomatiques? Est-ce que désormais tout n'est pas dicté par Bruxelles et Washington? Ben, oui et non, parce que je pense que la brutalité quand même de Donald Trump dans cette affaire montre qu'on ne peut pas faire confiance à la garantie américaine. Au demeurant, d'ailleurs, lui ne cesse de dire qu'il en a assez de ce système de l'OTAN dans lequel la part des dépenses militaires des États-Unis est beaucoup plus importante que celle de ses alliés. Et donc, en d'autres termes, j'en ai assez de payer pour la sécurité de mes alliés. Bon, mais dans ces conditions, prenons-le au mot. Pourquoi pas? Bon, je apprécie le fait qu'on veuille porter à 3% du PIB le montant des dépenses militaires, il est bien temps. Monsieur Macron parle de restaurer un service militaire sur une base volontaire. C'était une proposition du Front National depuis très longtemps. Je crois qu'effectivement, on a besoin, mais pas tellement contre la menace russe, à mon avis, plutôt contre d'autres menaces intérieures. On a besoin de l'équivalent de ce qu'est la garde nationale aux États-Unis et que nous avons connu en France, hein. Il y a eu connu la garde nationale, ça existait, hein. Ça existait en France. Bon, ça a été un peu dissous parce que les gardes nationaux à Paris avaient formé le gros des bataillons de la Commune en 1871. Mais on pourrait restaurer ça. Ben, moi, je vois dans nos campagnes, il y a d'ailleurs soumis à une discipline presque militaire des jeunes qui s'engagent, par exemple, pour être sapeurs-pompiers volontaires. Ils étaient tous en uniforme dans un garde-à-vous impeccable à la dernière cérémonie du 11 novembre de mon village. Bon. Alors on peut se réarmer, pourquoi pas. Le paradoxe, n'est-ce pas, c'est que M. Trump voudrait que nous réarmions, nous dépensions un peu plus, mais que nous dépensions un peu plus pour acheter du matériel militaire américain. Mm. Et il y a une complaisance européenne à cet égard qui est absolument inacceptable. Je le dis très clairement, y compris par exemple les Polonais, les Allemands, les Italiens aussi. Ou bien, si on fait l'Europe de la défense, il faut commencer par l'armement. Bah, Il faudrait commencer, ce serait réaliste déjà par l'armement. C'est-à-dire que, à tout le moins, il faudrait qu'il y ait une préférence européenne. Et là, je dois dire, nous avons la chance en France d'avoir encore des industries de pointe dans ce domaine. Bon, parce qu'on ne peut pas en même temps dire qu'il faut que l'Europe soit indépendante et puis continuer dans cette vassalité perpétuelle à l'égard des États-Unis d'Amérique. C'est ou l'un ou l'autre. D'ailleurs, j'observe d'ailleurs, c'est peut-être vous qui pourriez euh, m'instruire. J'ai vu, hier avant de me coucher, j'ai vu un bandeau qui passait sur mon écran de télévision, selon lequel avaient été arrêtés et même incarcérés en France 3 personnes suspectées d'être des agents d'influence de la Russie. Bon. Moi, j'attends qu'on arrête et qu'on incarcère des personnes ayant reçu de l'argent de la part des États-Unis d'Amérique pour soutenir la politique américaine, serait-ce contre les intérêts français. Là, je crois qu'il y aurait encore plus de surpopulation dans nos prisons, et je peux donner des noms, y compris des noms d'un certain nombre de députés européens. Plus largement, est-ce que, pour terminer un peu cet entretien, de manière plus générale, est-ce que vous diriez que la gestion européenne de la guerre met en lumière des limites structurelles justement de l'Union européenne, comme l'absence de vision stratégique, l'alignement systématique avec l'OTAN par exemple,
ou l'incapacité à représenter les intérêts de certains peuples européens. Oui, il est évident que les diplomaties européennes sont mal coordonnées. Chacun tire un peu la couverture à soi. Et c'est particulièrement vrai en matière de défense, parce que si je prends par exemple le cas de la dissuasion nucléaire, il y a eu comment dire, des, des essais, des ballons d'essai qui ont été lancés par M. Macron, qui tendaient en quelque sorte à sanctuariser non seulement le territoire de la France, mais celui de nos alliés, etc. Je crois que c'est très périlleux. La dissuasion nucléaire, c'est vraiment l'arme ultime, et ça doit rester absolument sous le contrôle de la France, exclusivement, et ne servir qu'à la défense des intérêts vitaux de la France. Bien évidemment, c'est l'arme de dernier recours. Si on est obligé de l'utiliser, c'est que la dissuasion va échouer. Par conséquent, je crois que dans ce domaine de la défense, qui touche aux intérêts vitaux de chaque pays, c'est là, sans doute, par hypothèse, que la coordination, que l'unification est la plus difficile, à supposer qu'elle soit souhaitable, ce que personnellement je ne pense pas. Bon, et donc nous le voyons naturellement tous les jours. Étant posé, encore une fois, je comprends le sursaut, malgré tout européen, qui dit ne pas vouloir que l'on impose à l'Ukraine une capitulation en race campagne qui serait déshonorante, à mon avis, et pour ceux qui la subissent et pour ceux qui l'imposent. Hmm. Et qui ne serait pas une paix juste et durable. Monsieur Gollnisch, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir partagé votre expertise. Mon expertise, je ne sais pas, mais c'est vrai que, comme disait Jean-Marie Le Pen, l'expérience est un fanal qui n'éclaire que ceux qui n'en ont plus besoin. Voilà. Bah, très bien, on va finir alors sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.